dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montgély. Et aujourd'hui, c'est une entrevue spéciale parce qu'on reçoit le premier artiste qui est venu en résidence de création au château. Il s'agit de Michel Faubert. Allô, Michel? Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, content d'être là à nouveau, de revenir. C'est de plus en plus quelque chose de spécial pour moi d'être et au château et à Montgély. On dirait que je m'habitue. Oui, bien en fait, Mais bon. c'est 10 ans déjà qui séparent ta première résidence et aujourd'hui. C'est comme un retour au bercail. C'est un retour au bercail en ce qui concerne le lieu, mais c'est un retour au bercail aussi en ce qui concerne un projet qui est un projet à très long terme. Et puis, je retrouve donc le projet au même endroit, le même projet, mais dans des considérations différentes. Je ne suis pas le même gars tout à fait qu'il y a 10 ans et je ne savais pas à quel point, mais je m'en aperçois. Et puis, je ne sais pas si l'endroit a changé. Je pense que, il y a des choses où la vie change. 10 ans, c'est beaucoup dans une vie. Mais c'est un séjour qui, pour moi, est semblable et différent en même temps, là. Alors, je suis très excité, très ému par ça. C'est le fun. Bien, on est très heureuse de te recevoir une autre fois. En fait, il y a 10 ans, comment ça a commencé? C'est que tu étais venu faire un projet ici avec l'École des Alizés et les aînés. Ça a été une rencontre assez marquante pour toi. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, la résidence d'écriture était assortie d'interventions de toutes sortes au niveau culturel et dans la communauté. Alors, il y a l'école qui est pas loin. Et puis, il y a la résidence des vieux qui est pas loin de l'école et du château. Et puis là, je me suis dit, mon Dieu, la belle occasion de faire rencontrer les jeunes de l'école primaire et les anciens, parce que j'étais allé compter pour les vieux. Et j'allais dans les classes, et puis je me suis dit, on va faire quelque chose ensemble. Alors, la première intervention, la première rencontre qui a eu lieu, c'est ici même, dans la pièce ici. Alors, les enfants, et il y avait des aînés de la maison qui se sont rendus ici en même temps pour regarder un film qui avait été fait par Laura Bolton dans les années 1940 au Québec, qui s'appelle Le Pays de Québec. Alors, les enfants et les plus vieux, les vieux, avaient regardé ça ensemble, puis on avait discuté après. Ça avait été la première rencontre. Oui, et ça avait été bien enrichissant, bien beau. Et puis, il y a eu d'autres rencontres. Les jeunes se sont déplacés vers la résidence pour rencontrer un ancien draveur de la Matapédia qui parlait de son métier. Écoutez, draveur aujourd'hui, là, hein? Et puis, à l'inverse, il y avait une dame de la résidence qui avait enseigné dans des écoles de rang, qui était allée dans les classes de l'école primaire ici pour parler c'était quoi, qu'est-ce que c'était d'enseigner dans une école de rang. Alors, ça a été... Puis même pour moi aussi, je découvrais des affaires en écoutant autant les jeunes que les vieux, alors l'un et l'autre. Ça a été très enrichissant. Oui, j'en suis sûre. Ça a probablement aussi nourri un peu ton projet du château. Oui, oui. Oui, Comment ça pas l'a sur nourri? le coup, mais aujourd'hui, je m'aperçois que oui. En vieillissant aussi. Alors, Comment ça l'a nourri, ce projet-là? Le projet des jeunes et des aînés, comment ça l'a nourri, en fait, ton propre projet? L'affaire, c'est que le projet, pour essayer de faire une histoire courte, j'ai un conte traditionnel québécois qui s'appelle Chien-Canard. J'ai une histoire de science-fiction, un classique de science-fiction qui s'appelle Solaris. Les deux histoires, dans la structure et dans certains détails, se ressemblent. Mon projet, c'était de monter quelque chose avec les deux ensemble. Alors, je me suis emmené au château. Mais j'étais dans une période de la vie qui faisait que je devais commencer, je n'avais pas le choix, un regard un peu rétrospectif sur les affaires qui m'étaient arrivées. Et puis, la situation du gars qui vient travailler sur ces deux sujets-là est devenue mon sujet. Avec le temps, je m'en suis aperçu tranquillement que le sujet, c'était pas le conte, c'était pas la science-fiction, c'était le gars qui travaillait sur les deux par rapport à ce qui lui arrivait à ce moment-là. Et puis ça veut dire que, je regardais un petit peu la vie passée, la mienne, et 10 ans plus tard, je regarde aussi qu'est-ce qu'elle est devenue, et je regarde qu'est-ce qui est devenu la vie des gens qui m'ont entouré. Les enfants que je voyais il y a 10 ans, à cette heure, ils sont rendus pas loin de l'âge adulte.
Et puis, les vieux que j'ai connus et aimés, il y en a avec qui j'avais eu des liens très forts, il y en a qui sont disparus, il y en a qui sont décédés. Alors, ça nourrit le projet, ça. Oui, donc, tu sais, c'est vraiment un spectacle qui se base beaucoup sur ton vécu. Parce que, 10 ans, là, c'est quand même une bonne période de temps. Et il y a vraiment un soin, je trouve qu'il y a du précieux dans chaque moment que tu recueilles. Ça fait quel chemin dans toi? Tu sais, à quoi tu reconnais, cette matière-là retenue pour le projet, là, je fonce avec ça, puis j'en fais quelque chose. C'est comment tu travailles ça dans toi? C'est une grosse question, je sais. C'est une grosse question, mais elle est intéressante, la question. Oui. Le conte folklorique, le conte traditionnel, Chien-Canard, il était conté par Maria Fradette dans Bellechasse. C'est un conte de fées. Il existe un peu partout dans la francophonie, même dans d'autres cultures. C'est l'histoire d'un enfant dont tous les vœux se réalisent. Alors, c'est un petit garçon qui naît dans une famille de cultivateurs et il y a un don qui a été donné par une fée. À l'âge de 12 ans, il va pouvoir avoir tout ce qu'il veut avoir, mais il ne sait pas qu'il y a ce don-là. Et il y a un homme engagé qui se sert de lui, un homme engagé sur la ferme. J'ai connu ça. Moi, j'ai grandi sur une ferme, on avait des hommes engagés à la maison. Il voit ça, puis il dit, si je pouvais me servir du don du petit gars. Alors, l'homme engagé se sert du petit garçon pour faire apparaître des filles, des espèces de princesses pour lui, mais les princesses sont plutôt amoureuses du petit garçon. Et ça ne fait pas son affaire. Alors, il essaye de se débarrasser du petit garçon. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, et le petit garçon qui a tous les dons, et l'homme engagé, j'ai connu les deux. J'ai connu les deux dans le sens où j'étais un petit garçon très choyé. J'étais le seul enfant, le seul garçon chez nous, le plus jeune, le bébé d'une famille de filles. Alors, j'ai été gâté. Et puis donc, dans cette perspective-là, il y a quelque chose qui me fait ressembler au petit gars de l'histoire. Les hommes engagés, j'en ai connu, mais j'ai connu aussi l'homme engagé en moi dans la mesure où l'homme se sert du petit garçon pour faire apparaître des femmes de rêve qu'il n'aime pas. Et puis, j'étais dans une situation personnelle où je touchais, frôlais, et plus que frôler, cette histoire-là. Et puis ça m'a tout d'un coup propulsé au cœur de l'histoire. Dans Solaris, le roman de science-fiction, c'est l'histoire d'un psychologue qui est envoyé sur une station orbitale qui tourne autour d'une planète qui s'appelle Solaris, et qui est un peu un être vivant. La planète est recouverte d'une mer qui essaye d'entrer en communication avec les gens de la station, qui voient apparaître des personnes qu'ils ont connues et qui sont disparues. Alors, ça m'a amené à un petit peu vivre mon chien-canard Solaris dans ces lieux qui s'appellent le château, qui a été un petit peu ma station orbitale pendant les 2 mois. Ton projet s'appelle Le Château, c'est ça? Le projet a fini par... Il s'appelait Planète au début, puis il a fini par s'appeler Le Château. Il y a un clin d'œil au château de Kafka aussi, un roman inachevé de Franz Kafka, son dernier, qui s'appelle Le Château, qui finit au milieu d'une phrase. J'espère que mon projet ne finira pas au milieu d'une phrase, mais il y a des éléments dans Le Château de Kafka qui me rappellent ici le château, la Maison de la Culture, le château à Montjoly, l'environnement de Montjoly. C'est spécial. Au début, on est un peu quelqu'un comme moi qui ne vient pas d'ici, qui n'est pas du Bas-Saint-Laurent, qui n'est pas de la Métis, arrive à Montjoly. Quand tu ne connais pas Montjoly, puis j'ai été 2 mois en hiver ici, pas d'auto, j'avais pas d'auto. Alors, j'étais vraiment cloîtré est un mot fort, là, mais j'ai quand même... Isolé, un peu isolé. Isolé dans le château, mais isolé dans la communauté, isolé dans Montjoly même. Et je vivais des choses par rapport à ça au début, puis maintenant, je vois complètement d'autres choses. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé en autobus vendredi dernier, il faisait noir, il neigeait fort. Je me suis amusé à marcher en pleine noirceur dans les rues de Montjoly, puis j'ai aimé ça. Puis je me suis aperçu à quel point j'aimais ces lieux-là et j'aimais cette ville-là qui a fini par m'habiter d'une manière particulière à travers mon projet. Alors, je suis complètement dans un autre état aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais c'est complémentaire, puis les deux servent le projet. Oui, bien, il y a beaucoup d'entonnoirs, en fait, dans ton projet. C'est super intéressant. Oui, il y a plein de poupées russes les unes dans les autres. C'est pour ça que des fois, c'est dur en 2 minutes de dire sur quoi tu travailles. Mm-hmm. J'y arrive de plus en plus, c'est un bon signe. C'est peut-être un signe que je vais m'en sortir.
Je me demandais, bien, je suis allée te visiter hier, je suis allée prendre des photos dans la résidence. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ce qui m'a marqué, en fait, c'est vraiment l'étendue du matériel, mais aussi l'appropriation du lieu, parce que tu es venu avec des valises de matériel. Là. Oui, parce que je ne suis pas très ordinateur. Alors, moi, je me déplace avec mes valises de livres et puis mes valises de manuscrits puis ma paperasse. Alors, j'en ai. Mais c'est super beau. En fait, nous, on aime ça quand les artistes s'approprient le lieu, mais là, toi, tu t'es vraiment approprié. On a 3 chambres au château, il s'est vraiment approprié presque les 3 chambres. Mais c'est très compartimenté, par exemple. Il y a une chambre vraiment pour sortie de résidence, une autre chambre pour ton projet. Donc, il y avait ça. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est sur le divan de la tourelle, il y avait du matériel disposé un peu comme un hôtel. Il y avait des CD, il y avait des livres et il y avait une immense photo, en fait, d'un monsieur qui avait participé au projet Alban, d'un résident donc, que tu as connu, là, qui n'est plus aujourd'hui. Et j'observe qu'il y a quelque chose du fait d'honorer, en fait, d'honorer les présences aujourd'hui, les présences qu'il y a eu avant, dans la dernière décennie. Il y a aussi de la musique. Et il y a aussi les mystères qui t'habitent beaucoup. je vis beaucoup avec les fantômes, moi. Mais bon, c'est pas que je crois aux fantômes plus que la moyenne des gens, mais j'ai mes fantômes à moi. Puis les fantômes du passé, le fantôme de mon enfance. Écoute, c'est la source d'inspiration du conteur. Quand je crée moi-même ou que je rafistole des vieilles histoires pour en faire des nouvelles, l'enfant, le petit Michel, est jamais très, très loin. Alors, Alors, je jongle avec les fantômes beaucoup. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait la belle grande photo d'Alban, il m'a marqué, ce monsieur-là, et sa femme. Sa femme était absolument extraordinaire. Alors, c'est lui, le draveur de la Matapédia, qui a rencontré les jeunes. Il y avait même un film où on le voyait draver dans les années 60. Alors, c'était vraiment beau. Et puis, c'est un monsieur qui avait une âme d'artiste, qui écrivait des textes et tout ça. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait la photo, puis elle est grande, la photo, une belle grande photo noir et blanc, et je l'ai mis sur le sofa pour toujours voir Alban quand je travaillais. Oui, bien c'est ça. En tout cas, de mon point de vue, il y a vraiment quelque chose qui honore les présences, le travail. Donc, je trouvais ça très intéressant. Je me demandais, c'est ça, il y a vraiment des représentations pour toi qui sont très fortes de Montjoly. Et je me disais, qu'est-ce que tu veux léguer, toi, à travers ce projet-là? Qu'est-ce que tu espères léguer? Bien, parce que c'est quand même long, 10 ans, il y a du stock, là. Oui. Ce que j'aimerais, quand je viens dans le château, le mystère du château, c'est tout ce qui a habité le château. Tout ce qui a habité le château depuis que c'est une maison de la culture. Alors, imaginez les artistes. Moi, j'arrive, puis je regarde simplement parce qu'en haut, tout le monde laisse un livre, quelque chose, avec un petit mot pour le monde de la maison de la culture et les gens qui y passent. Alors, tu vois qu'il y a déjà une présence dans les murs, des beaux fantômes de création dans les murs. Puis il y a aussi l'avant de la Maison de la Culture, parce que ça a été une maison de chambre qui a connu de la misère, qui a connu du monde qui était dans bien d'autres situations que maintenant. Alors, tout ça habite les lieux aussi. Puis moi, je me dis... Bien entendu, il y a quelque chose que je vais transporter avec moi, puis le château, je ne sais pas si ça va devenir comme tel une pièce de théâtre qui va être jouée avec des comédiens. Est-ce que ça va rester un projet que je présente en lisant des extraits comme un projet de conte solo, mais je vais apporter du château avec moi, du château Landry de Montjoly, même si je nomme pas Montjoly, même si le château dans mon histoire n'est pas le château Landry, parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'autofiction là-dedans, mais jusqu'à un certain point. Alors, je vais transporter puis faire connaître un peu les lieux, mais je vais en laisser ici aussi, dans la mesure où mon propre fantôme, puis le propre fantôme de ce qui va s'être passé dans cette création-là, va rester dans les murs. Puis j'espère que ça va se ressentir pour les gens qui vont venir écouter des choses ou qui vont venir créer des choses. Ça serait ma petite part à moi. Mm-hmm. Bien, en tout cas, c'est super. Nous, on est vraiment heureux. Ah bien, pas autant que moi, je suis sûr. Dans tout ça, il y a une sortie de résidence qui est prévue demain, oui. Où tu vas pouvoir rencontrer les gens, lire oui. quelques extraits, aussi avoir des rebonds là, des gens. Je pense que ça, c'est quelque chose qui... ça va être très particulier pour moi et j'ai une petite peur par rapport à ça, pour être franc, parce que je vais sortir de ma petite coquille personnelle avec des affaires que... Tu sais, quand tu écris d'un fois...
tu penses au fait que ça va être lu, que ça va être entendu, puis d'un fois, tu te dis, il faut pas que je pense à ça, il faut que j'écrive ça comme pour moi, en me disant que il y a des affaires qui vont sortir, puis ils vont sortir seulement si je me dis que ce sera peut-être jamais lu par personne. Et puis là, ben je suis confronté avec ça. Alors, je vais voir qu'est-ce que je vais avoir le courage ou le désir de partager demain. Et puis, je suis très fébrile j'ai hâte. Et c'est sûr qu'en sortant des choses, en disant des choses, en lisant des choses, mon ressenti à moi va m'aider à prendre des directions parce que c'est un projet que j'ai transporté dans mon secret. Ça fait 10 ans maintenant, au moins. Alors, il est temps que ça sorte. Faire un chemin dedans, dehors. Ouais. On va voir qu'est-ce que ça va donner demain. Oui, la réaction des gens, mais même avant même la réaction, rien que le fait d'en parler, de lire quelque chose, puis de savoir que quelqu'un d'autre que moi écoute, ça va me faire vivre quelque chose de particulier. C'est certain. Bon, tu as vraiment un beau moment, Michel. Puis Merci. on te remercie de ta présence. C'est moi puis qui vous remercie tellement. J'ai une dernière question. C'est un peu comme la question qui tue, je pourrais dire. Oui. Ça fait 10 ans que tu travailles. moi. Ça fait 10 ans que tu travailles sur ce projet-là. Est-ce que tu sens que le projet il est près de sa sortie ou tu penses qu'il y a encore quelques années à mettre dedans? Il y a encore quelques années. Ça dépend du sens de la question. Dans la mesure où il y a quelques années à mettre dedans si je veux que ça devienne une pièce de théâtre qui va être jouée ou lue ou publiée. Je pense qu'il y a quelque chose qui est prêt maintenant, puis je vais peut-être m'en apercevoir demain, parce que c'est cette semaine que j'ai réalisé que peut-être que le projet, plutôt que de devenir une pièce de théâtre, parce que ça ne deviendra peut-être jamais une pièce de théâtre, parce que je ne suis pas un auteur de théâtre, puis bon, il y a tous les moyens que ça prend, scénographiquement parlant, etc. Alors, peut-être que mon projet, il va se contenir dans l'idée d'en parler et de lire à du monde des scènes que j'ai écrites pour le théâtre. Et le conteur, le gars qui aime parler au monde directement, c'est peut-être ça qui va faire vivre le projet, qui va être raconté d'une certaine manière en 2024, qui va être raconté d'une autre manière en 2026. Moi, je pense que c'est un projet qui va me suivre jusqu'à la fin de mes jours parce que je fais un bilan rétrospectif de ma vie. De ma vie d'enfant, de ma vie d'adulte, de ma vie amoureuse. Alors, ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours. Et puis, ben, je pense que c'est le projet qui va exister jusqu'à la fin de mes jours. C'est un projet très précieux. Mais c'est comme ça. Ouais. Oui, c'est comme votre projet. C'est un projet précieux. Oui. Ouais. Ben, merci encore, Michel. Puis... On se dit pour dans 10 ans, je reviens. Dans 10 ans ou dans 5 ans, la porte du château est toujours ouverte pour toi. Et on va se laisser, en fait, sur un petit... Tu vas nous lire un petit bout d'extrait? Je vais vous lire un bout que j'ai écrit pour le château. La pièce, c'est un prologue. Donc, ça veut dire que le personnage principal du château, c'est le conteur en résidence, dans un lieu étrange et mystérieux et loin de chez eux, qui s'appelle le château. Alors, ça va comme ça. Donc, on peut imaginer le conteur sur scène, comme là, je suis devant vous autres. Dans son livre « Chronique des atomes et des galaxies », l'astrophysicien et grand vulgarisateur de l'espace Hubert Reeves raconte un souvenir personnel. Quand il était petit gars, il allait régulièrement chez le coiffeur. Dans ce temps-là, on disait barbier. Un des salons de la Côte-des-Neiges lui plaisait particulièrement parce que les murs étaient recouverts de miroirs. En poussant la porte, on se serait cru dans un espace sans limite. Par le jeu des réflexions, le petit Hubert, qui se faisait couper les cheveux, pouvait se voir de face, de dos, de profil. Puis de chaque côté de lui, les 3-4 clients puis les barbiers qu'il y avait là étaient multipliés à l'infini. On avait l'impression d'être entouré de milliers de personnages. Hubert Reeves s'est servi de cette image-là pour nous expliquer un phénomène cosmique. Au début du 20e siècle, il y a des chercheurs qui ont émis des nouvelles idées sur les topologies possibles de l'univers, comme quoi le cosmos pourrait ressembler justement à un salon de barbier tapissé de miroirs. Ça veut dire qu'on observait peut-être à répétition et depuis longtemps les mêmes galaxies à des périodes différentes de leurs évolutions, alors qu'on avait toujours pensé qu'on en découvrait des nouvelles. On s'est même aperçu qu'en poussant la réflexion,
Ça pouvait vouloir dire aussi qu'une nébuleuse juste en train de se former, pointée par nos super télescopes aux confins de l'univers, pouvait être en fait notre propre Voie lactée en train de sortir de son chaos des origines il y a 13 milliards d'années. Toujours que le temps passe. Le petit garçon couché dans les grandes herbes, ouais, à regarder les étoiles, au lieu de devenir un grand voyageur cosmique, ben, il est devenu un conteur avec une préférence pour les vieux contes traditionnels. Bon, c'est quoi un conte traditionnel? C'est une histoire d'auteur inconnu avec un titre comme L'eau qui rajeunit à l'âge de 15 ans ou La bête à 7 têtes, transmis de génération en génération, principalement par le bouche à oreille. Là, vous vous demandez où c'est que je m'en vais avec ça. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'ai eu la chance immense de rencontrer puis de côtoyer un des grands conteurs de contes de la tradition orale québécoise, M. Ernest Fradette de Saint-Raphaël de Bellechasse. Mais ce qu'on sait moins, c'est que le premier conteur que j'ai vu dans ma vie, c'était pas Ernest. Je veux dire, c'était pas un conteur, c'était une conteuse. Maria, la sœur d'Ernest. Maria avait dans son répertoire un vieux conte de traverse, comme elle disait, Chien-canard. Un conte appris de sa mère qu'on peut retrouver aussi dans d'autres traditions du monde avec d'autres titres. Or, un beau jour, l'ethnologue Viviane Labrie, qui avait collecté Maria Fradette pour les archives de folklore en 1979, elle a attiré mon attention sur les ressemblances qui existaient entre le conte de Maria et le roman Solaris, grand classique de science-fiction écrit par le Polonais Stanisław Lem en 1961. Bien, la structure, les personnages, certaines images avaient des points en commun. Un hasard ou un jeu de miroir entre la tradition et l'anticipation? L'auteur, est-ce qu'il a été inspiré par un vieux conte polonais? Si oui, consciemment ou bien inconsciemment? Nos histoires de toujours, même les plus enfouies, est-ce qu'elles laissent des empreintes? Est-ce qu'elles peuvent sortir du chaos, même quand on est persuadé d'être en train d'en inventer des nouvelles, un peu comme la Voie lactée de tout à l'heure? Notre mémoire, est-ce qu'elle nous appartient? Est-ce qu'elle est contaminée, contrôlée même par le grand inconscient collectif? Plus encore, le temps présent se passe-t-il vraiment aujourd'hui? Voici l'histoire d'un conteur qui, à un moment tourmente de son existence, est invité pour une résidence d'écriture dans un lieu étrange, loin de chez lui. Question d'avancer une création à partir d'un conte traditionnel qui ressemble drôlement à un grand classique de science-fiction. Bienvenue au château. Wow! Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était tout pour cette entrevue dans la Tourelle. On remercie nos collaborateurs habituels, la télévision communautaire de la Métis et la librairie Les Boucous de Montjoly. On se dit à très bientôt.